Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Notre premier invité aujourd'hui, le professeur Daniel Supplice, nous présentera son dernier ouvrage intitulé « Quand Gérard Gougue parle de Clément Jumel ». Notre deuxième invité, M. Philippe Baudouin, directeur général adjoint de l'Agence française de développement, qui était en visite cette semaine en Haïti, s'exprimera sur les projets de l'AFD en Haïti. Et puis notre troisième invité, l'ambassadeur du Chili à Port-au-Prince, M. Patricio Outreiras, qui fera le point sur la politique migratoire chilienne avec Haïti. Il parlera aussi de la coopération entre les deux pays. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon Mac, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil, pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer au soir mettre caille. Éco de bon gain tout sans besoin pour construire j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Si ranger beau construction, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite pour caille fait. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors, comme annoncé, le professeur Daniel Supplice, ambassadeur, ancien ministre, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de Clément Jumel, Quand Gérard Gougue parle de Clément Jumel, dernier livre écrit par Daniel Supplice. Monsieur Supplice, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir Rothschild et je salue toutes les auditrices et auditeurs de l'émission. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, comment vous est-il venu l'idée d'interviewer, de rencontrer Maître Gérard Gougue, le grand Gérard Gougue, pour parler de Clément Jumel? C'est très intéressant. J'étais à Saint-Marc au cours d'une conférence avec des jeunes et l'un d'entre eux m'a posé la question pourquoi j'avais choisi la ville de Saint-Marc pour faire mon intervention. Et je leur ai dit il y a deux raisons. La première raison, c'est que je pense que quand on a un certain vécu, une certaine expérience, il faut la partager. La deuxième expérience, c'est qu'en tant que Saint-Marcois, c'est tout à fait normal que je pense à cette ville. Et l'habitude de la salle de classe, j'ai l'impression qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais. Et je leur ai dit, pourquoi je vois vous me regardez avec des yeux, pourquoi vous ne pensez pas que je suis de Saint-Marc? Et ils me disent, non monsieur. Je leur dis, quand vous dites supplice, ça ne vous dit rien? Ils me disent non. Je dis, et si je vous dis AD? Oh, la famille AD est une famille qui est à Saint-Marc depuis l'indépendance. Les supplices sont arrivés à Saint-Marc en 1800. Puis j'ai réalisé que la jeunesse n'avait pas idée que quelqu'un qui a comme patronyme supplice ou AD puisse être de la ville de Saint-Marc. Et je leur ai dit, bon, allez, ok, d'accord maintenant. Et si je vous dis jumelle, Rothschild, tout le monde regarde jumelle, on ne sait pas. Et ça m'a effrayé de voir en Haïti, on parle de jumelle, la famille, la célèbre famille jumelle, et personne ne sait absolument rien. Donc c'est la même venue l'idée de dire tiens, mais on doit écrire quelque chose. Et je me suis dit tiens, mais qui a connu Clément Jumel, parce que quand même ça fait 60 ans. Et je cherchais. Et quelqu'un m'a dit mais tu as de très bons rapports avec Maître Gérard Gougue. Je dis oui. Mais Gérard Gougue a été très proche de Jumel. Et c'est comme ça que j'étais voir le Gérard Gougue, mon ancien professeur, et qui n'aime pas parler de ça d'ailleurs, mais qui a été, pendant la campagne électorale de 1956, le secrétaire particulier de Clément Jumel. Ce qu'il m'a confirmé, alors je lui ai dit, Maître Gougue, vous savez, vous n'avez pas le choix, et on va sortir quelque chose sur Clément Jumel. Et sa première réaction a été, à quoi bon? Dans un pays où on est face à mémoire, dans un pays où personne n'est intéressé, d'ailleurs Clément Jumel est quelqu'un de bien, et son pays de vagabond pays. Et finalement, après une demi-heure de conversation, il a fini par accepter de me parler de Clément Jumel. Et c'est comme ça que j'ai eu à faire plusieurs interviews avec Maître Gougue, en plus de recherches personnelles pour trouver des documents. Clément Jumel, c'est pas n'importe qui. Clément Jumel est de Saint-Marc. Clément Jumel est un économiste, brillant économiste, formé d'abord à la faculté des sciences économiques de Port-au-Prince, études supérieures aux grandes universités nord-américaines,
Il a été directeur d'immigration. Des gens ne savent pas ça. Il a été directeur d'immigration. Il a été directeur général du ministère des Affaires sociales. Il a été ministre des Finances du gouvernement de Paul Magloire et dauphin de Paul Magloire. Malheureusement, sa campagne électorale a été boycottée et tout le monde connaît la fin de l'histoire, la fin tragique de l'histoire, où ses deux frères Charles ont été massacrés dans les conditions que nous connaissons. Mais maintenant, Clément Jumel, c'est pas n'importe qui, c'est un brillant économiste, c'est un homme de bien, c'est un homme sérieux, c'est un homme qui avait une vision pour Haïti, une vision très avancée sur ce que Haïti devrait être, qui malheureusement a été mal compris, mal aimé, est actuellement totalement inconnu par la génération actuelle. Effectivement, il y a beaucoup de révélations qui sont faites par Maître Gog dans cette interview qu'il nous a accordée à propos de Clément Jumel. Vraiment, c'était un type compétent, très doué de sa génération quand même. Clément Jumel, c'était une exception. Alors, les Simaniga a l'habitude de dire, nous avons Haïti a la manie de donner des échantillons. Clément Jumel est un échantillon, un modèle qui aurait dû être reconnu pour la jeunesse actuelle, mais malheureusement, comme j'ai dit, totalement inconnu. Et il y a des histoires, dans le livre, il y a des histoires très intéressantes qu'on raconte. D'abord, la situation du racial en Haïti, c'est évident. Il y a un passage dans le livre où il dit, quand il avait trouvé sa bourse, il raconte que le ministre des Finances d'alors, sous l'ESCO, est étonné de voir un noir intéressé à faire de la finance. C'est très intéressant. Le ministre d'Artigues. Le ministre d'Artigues est connu pour être un brillant éducateur, d'ailleurs, qui est le créateur d'une réforme, d'ailleurs, qui porte son nom, la réforme d'Artigues. Mais ça n'a pas empêché à M. Dartig, justement, d'être tout simplement raciste, puisque il n'est pas question. Un jeune vient vous voir pour vous dire qu'il a une bourse qu'il veut, qu'il attend la signature du ministre, et il l'a regardé du bas en haut pour lui demander, vous, économie, finance, vous. Mais c'est grave. Alors l'histoire est intéressante aussi. Des années plus tard, quand Dartig devrait avoir sa pension, il fallait qu'il ait la signature du ministre des Finances. Et il arrive que justement, c'était Clément Jumel qui était devenu ministre des Finances. Et qui n'a même pas mentionné l'incident, lui a donné sa signature. Donc, c'est un livre où il y a beaucoup de choses à apprendre et j'espère que la jeunesse lise ce livre pour comprendre qu'on n'a pas toujours eu des voyous. C'est vrai, Haïti donne l'impression aujourd'hui d'être un pays livré à elle-même où tout vous c'est d'eau, on fait à peu près ce qu'on veut. Mais le pays a eu des hommes sérieux. Et le pays a toujours des hommes sérieux, compétents, qui veulent servir, qui peuvent servir. Et pour répéter Jumel dit, si on veut aider ce pays vraiment, on doit l'avoir dans le cœur, on doit l'avoir dans l'âme, mais aussi on doit l'avoir dans l'esprit. Et on ne peut pas improviser pour gérer ce pays. C'est un pays compliqué, c'est un pays difficile. Et il faut de la compétence, il faut de l'intelligence, et il faut aussi des hommes. Et Jumel avait dit ça dans son testament finalement. Il a dit, je me suis sacrifié pour ce pays. Alors on peut dire que Clément Jumel a été un grand ministre des Finances sous le gouvernement de Paul-Eugène Magloire. Il a été un grand ministre des Finances, surtout après le passage du cyclone Hazel en 1954. Et il y a eu, c'est vrai, une assistance américaine. D'ailleurs, comme tu as certainement lu le livre, tu as vu qu'on a accusé de malversation, malgré que tout ça a été prouvé faux. Et il faut avouer, peut-être que beaucoup de secteurs politiques n'aiment pas entendre dire, le gouvernement de Paul Magloire n'a pas été un mauvais gouvernement. Et les indicateurs statistiques d'Haïti n'ont jamais été aussi bons que sous le régime de Paul Magloire. Et au niveau de notre production agricole, et au niveau de notre revenu per capita. Donc c'est Clément Jumel qui gérait l'économie nationale à l'époque. Et les résultats sont ce qu'ils ont été. Les chiffres sont des chiffres. On n'a jamais eu de chiffres en rouge pendant la période de Paul Magloire. L'agriculture se portait à merveille. Les exportations, café, cacao, coton, c'était le pic, c'était les années 63, 52, 54. Et Jumel était celui qui gérait tout ça. Donc Jumel a été un brillant ministre des Finances et un brillant économiste et aussi un grand visionnaire. Puisqu'il rêvait d'Haïti, il rêvait d'une Haïti qui soit capable de se contenir, une Haïti capable de fournir à manger à ses enfants et une Haïti capable de se gérer démocratiquement. Il a été très rigide parce qu'il y a eu un passage dans le livre où on lui apporte un document, je crois, pour 500 gourdes, 300 gourdes. Et rigide au point que, il y a une anecdote dans le livre où son comptable lui apporte une... Bon, tu as été ministre, tu sais que le ministre, contrairement à ce que les gens se pensent, on ne signe pas de chèque, on ordonnance. Et on lui a apporté une ordonnance pour 300 gourdes. Et il a pris un temps infini à lire ligne par ligne. Et le comptable de lui dire, mais monsieur le ministre, ce n'est que 300 gourdes. Et il a eu à répondre, après la signature de chaque ministre, il y a un commissaire du gouvernement. Ça veut dire que soucieux et conscient que 4 ministres impliquent une gestion rigide, une gestion systématique des fonds publics et la responsabilité de cette gestion. Donc, c'est ça Clément Jumel. Donc, on peut dire qu'il est un dauphin raté de Paul Magloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, selon vous, Paul Magloire n'avait-il pas appuyé la candidature de Clément Jumel? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la grande... Pas l'énigme, mais c'est la grande surprise. Et je crois que Gérard Goul a été le premier à avoir la nouvelle.
Paul Magloire était invité aux États-Unis en visite officielle. D'ailleurs, c'est le premier président. Lescaut avait une usine, mais Paul Magloire a été le président haïtien qui a reçu les plus grands honneurs à l'étranger pendant sa présidence, particulièrement aux États-Unis d'Amérique, où il a été invité à la Maison-Blanche, où il y a eu un banquet en son honneur à la Maison-Blanche, et il a eu le privilège d'ouvrir le bal avec l'épouse du président des États-Unis. Donc maintenant, à la fin de sa visite officielle, nous sommes en 1955, et il y a eu une conférence de presse au cours de laquelle on lui a posé la question: Monsieur le Président, les élections en Haïti, comment que ça se passe? Et quels sont vos rapports avec les candidats? Et il répond: il y a monsieur Louis Desjoie, agronome, diplômé de Jean Blou, homme de bien, industriel. Il y a monsieur Fignolet, brillant professeur. Il y a monsieur Intel. Et on lui dit: mais vous n'avez pas parlé de monsieur Jumel, qui d'ailleurs est votre ministre des Finances. Et Paul Magloire de répondre: ah, celui-là, c'est un mangeur de mulâtre. Et c'était ça. Maintenant, quand Paul Magloire, c'est Paul Magloire, qui avait avec la bourgeoisie mulâtre haïtienne, justement, des rapports privilégiés. Paul Magloire, qui est connu pour son libéralisme. Paul Magloire, qui est connu pour être quelqu'un de très ouvert. Voilà que Paul Magloire sort une bombe en accusant Clément Jumel, son ministre des Finances en poste, son dauphin à la présidence de la République, et il l'accuse simplement de devenir un mangeur de mulâtre. Et il y a aussi l'anecdote dans le livre où Alain Thionnier, qui était le bon ami de Clément Magloire, convoque une réunion au bureau politique, parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où les nouvelles... Il a fallu attendre 2 jours pour qu'on ait l'information. Il n'y avait pas de WhatsApp à l'époque. Il n'y avait pas de WhatsApp. Et voilà que, quand on lui apprend, voilà ce que Magloire venait de dire, Clément Jumel a été le premier étonné de cette réaction. L'histoire retiendra que Paul Magloire, en fait, avait tenté de se maintenir au pouvoir. Donc, c'est vrai qu'au début, il pensait pousser la candidature de Clément Jumel, mais à un certain moment de la durée, je pense qu'au début 56, son mandat présidentiel devait se terminer en décembre 56. Début 56, l'idée lui est venue, mais pendant que j'y suis, pourquoi ne pas y rester? Donc, automatiquement, il fallait arrêter la campagne de Clément Jumel pour se propulser lui-même. Malheureusement, il n'a pas réussi. Et comme nous savons, en décembre 56, et il n'y a pas eu d'élection. Donc quelqu'un n'a pas pu le succéder. Il a concédé le pouvoir, comme le voulait la Constitution, à Joseph Neumont-Pierre-Louis, président de la Cour de cassation. Et en voulant faire un petit truc, genre, je donne le pouvoir aux civils, je reste commandant des casernes. Mais tout le monde avait réalisé, l'ancien commandant des casernes de Salines, président de la République pendant 6 ans, retourné aux casernes, c'était lui le président de la République en réalité. Donc ça a mal tourné. C'est un mauvais calcul fait par Paul-Eugène Magloire. C'était un très mauvais calcul. Et ça, en décembre 1956, il a dû laisser le pays partir en exil. Magloire n'était pas un plus mauvais président que ça. Et s'il n'était cette erreur de calcul, il aurait pu rester dans le pays. Et peut-être que l'histoire, ce qui s'est passé après, peut-être n'aurait pas eu lieu. Alors, dernier supplice, Clément Jumel était vraiment stupéfait de la réaction de son président de la République. Abasourdi. Mais quand il a fait la déclaration, Clément était ministre des Finances. C'était pas quelqu'un de l'extérieur, non, c'est quelqu'un de l'intérieur. C'est son ami, c'est son poulain, et c'est son ministre des Finances. Donc sortir qu'il est un mangeur de mulâtre, comme ça, à la radio, en présence de tout le monde, c'est effrayant. Donc c'est la raison pour laquelle, à son retour, Jumel a réalisé que Magloire ne le soutenant plus, il a jugé utile de se retirer du gouvernement, parce qu'il a réalisé à quoi ça sert de servir ce gouvernement. Donc il a donné sa démission, il s'est retiré, et il a voulu faire campagne tout seul. Et maintenant, c'est là que les choses sont devenues compliquées. Il faut dire que pendant cette période, la question des couleurs, elle était vraiment posée. La question des couleurs était pratiquement, malheureusement, au centre du débat politique haïtien. Et question soulevée et à la chute de Lescaut en 1946, le gouvernement estimé n'a duré que 4 ans. Il y a eu le coup d'État, lui dit, mais 50, pas encore l'équipe de Paul Magloire. Et la question a refait surface un peu sur le gouvernement de Magloire. Et en 1956, la question se positionnait sous un plan presque tout à fait social. Il y a un Duvalier, Jumel, Fignolet qui représentait la classe moyenne basse noire. Il y a aussi le camp Desjoie qui représentait la classe moyenne haute mulâtre. Donc c'est un débat qui était très très important. La jeunesse maintenant peut-être comprendrait très mal cette situation, mais c'est ce qu'elle était en 1956. Donc quand on voit que Desjoie, qui avait son secteur, et qu'on positionne Clément Jumel, ministre des Finances, comme un anti-mulâtre, donc un anti-bourgeois, donc un anti-commerce aussi, un anti-industrie. C'était fatal. Parce que dans le livre, on raconte même pour être dactylographe, donc c'était pas facile. Ah non, Gérard Gouc, la mentionné de manière très claire. Et tous ceux qui, comme ton père d'ailleurs, mon père aussi c'est pareil, tous ceux qui se sont réclamés du mouvement de 1946 peuvent le dire, en Haïti, à la chute de Lescaut, et jusqu'un peu sous Paul Magloire. La question de couleur était une question extrêmement importante, où la position sociale au sein de l'administration publique ne se basait pas sur la compétence, mais plutôt sur la coloration de la peau. C'est très grave. Et quand Émile Saint-Lô a eu à pousser ce cri
du haut de la tribune du Sénat. Et qu'est-ce que nous faisons de la majorité nationale? C'est de ça qu'il parlait. Et estimer qu'il a voulu renverser la vapeur en 1946 n'a pas tout à fait réussi. Après le coup d'État, il a fallu attendre l'arrivée de Duvalier, auquel on peut reprocher plein de choses. Il y a eu beaucoup de dérives sur le gouverneur Duvalier, indiscutablement. Mais en même temps, je pense que cette question-là, sous Duvalier, a été résolue. Où la question ne se posait plus de savoir qu'une minorité sur une base ethnique, strictement ethnique, ou de généalogie, occupe des fonctions par rapport à la grande majorité nationale, qui, elle aussi, avait reçu une formation académique, et qui ne pouvait accéder à aucune fonction sous le simple fait qu'il était noir. Donc je pense que cette question a été réglée, et Jumel, nos éléments noirs de la classe moyenne avancée, était justement un brillant élément de cette classe. Mais malheureusement, l'histoire ne s'est pas passée comme ça, et on a vu ce qui s'est passé. Alors après Magloire, il y a eu une succession de gouvernements provisoires et finalement Daniel Fillonnet, qui était l'un des candidats à la présidence, il a été pratiquement neutralisé en acceptant ce job. Après Magloire, le plan de Magloire était de placer Joseph Pierre-Louis, son ami, et au président de la Cour de cassation. Lui, il se retirait. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais Pierre-Louis a été promu président provisoire. Il a accepté. Et il n'a pas pu tenir lui non plus, et il a démissionné. Et c'est là encore la grande question. C'est là que Saint-Lô a été intervenu pour faire jouer l'article 80 de la Constitution, disant qu'il n'y avait aucune provision. Ça s'est passé dernièrement aussi avec Prévert. Le président Martelly n'a pas réussi à faire des élections. Il fallait nommer un président et provisoire, mais la Constitution ne prévoyait pas, au cas où le président de la Cour de cassation ne serait pas disponible, le remplacer par qui? Et Saint-Lô est arrivé avec cette fameuse phrase célèbre, la majorité nationale, qui, disait-il, était incarnée par Fignolet. Et Fignolet s'est laissé piéger, justement. Parce que Fignolet était candidat à la présidence. N'ayant pas pu attendre les élections, je crois qu'il a fait un calcul aussi. Prenons la présidence provisoire. Entre-temps, on va faire une mise en place et pouvoir rester. Malheureusement, Fignolet, lui aussi, s'est trompé. Et au départ de Fignolet, là encore, remplacé par qui? Ce n'était pas prévu. L'armée d'Haïti est intervenue. Ils ont formé un gouvernement militaire qui a tenu le pouvoir jusqu'aux élections du 22 septembre 1957. Donc, il y a eu toute une succession de présidents provisoires qui nous a donné Duvalier le 22 octobre pour prêter serment. Alors, il y avait quand même trois des principaux candidats à la présidence, François Duvalier, Clément Jumel et Louis Desjoie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette campagne? Qu'est-ce qu'il a raconté, Maître Gourg? Et Maître Gourg dit que Clément Jumel s'est retiré de la campagne. Quelques jours avant, il a réalisé qu'il y avait l'équivalent du CEP. Il y avait une commission responsable des élections. Il a réalisé, le camp Jumel a réalisé que c'était clété. Quand il regardait ceux qui faisaient partie de cette commission, il y avait autant de gens de Desjoie que de gens de Duvalier. Donc il a réalisé l'armée, la hiérarchie de l'armée pour Desjoie, les reins et la base de l'armée entre Duvalier et Fignolet. Et le camp Jumel a jugé que c'était tout à fait inutile, qu'il allait avoir d'ailleurs un raz-de-marée ou de Desjoie ou de Duvalier, ça pouvait aller dans les deux sens. Et qu'il fallait qu'il se retire. Et donc, beaucoup de gens ne le savent pas, Clément Jumel n'était pas candidat officiellement aux élections. On a publié des résultats quand même, où on a donné, j'ai donné les chiffres, 3000 votes. C'est incroyable. Et Jumel a eu beaucoup de difficultés par la suite. Il a dû prendre l'ambassade. Alors, on peut dire que sa campagne, si vous voulez, a été plombée par sa présence, par, si tu veux, cette campagne de dénigrement du gouvernement de Paul-Eugène Magloire. D'abord par le gouvernement de Paul-Eugène Magloire. Ensuite, plombé par Paul-Eugène, d'abord par Paul-Eugène Magloire. Cette première révélation de 55, juin 2004, ça a été le début. Quand il a sa démission pendant la campagne maintenant, et poursuite judiciaire, j'ai publié des documents, on l'a accusé de malversation, on l'a accusé d'ici, il a été devant le tribunal. Et le tribunal l'a blanchi, malgré qu'on l'ait blanchi, on met des accusations. Donc il a été d'accusation en accusation, jusqu'à ce que, dégoûté, il s'est retiré de la course. Mais maintenant, c'est là que le débois maintenant de la famille Jumel commence. Il y a beaucoup de jeunes qui soutenaient Clément Jumel aussi. Ah oui, j'ai vu Rothschild François Senior et mon père André Supplice. Il y avait toute la jeunesse de Saint-Marc, la classe moyenne, éduquée du pays pratiquement, et avait appuyé Clément Jumel. Et malheureusement, Clément Jumel s'est retiré malade. Et à l'arrivée au pouvoir de Duvalier, Clément Jumel pensait qu'il était à l'abri, puisque il ne faut pas oublier que Clément Jumel était directeur général du ministère du Travail, à l'époque où Duvalier était secrétaire d'État du Travail, et le père de Marc Bazin, Louis Bazin, ministre. Donc Clément Jumel se sentait, si on veut, sécurisé de savoir que c'est un Duvalier qui est au pouvoir. Bon, je pense que ça a été une erreur de sa part, parce que si Duvalier, François, n'avait pas de problème avec Clément Jumel, mais l'entourage de Duvalier ne tolérait pas Jumel. On l'accusait c'est comme ça en Haïti. Le savoir en Haïti dérange. Donc on a accusé Jumel d'être un arrogant, on a accusé Jumel d'être un pétancu, un quoi, alors que Clément Jumel était ce qu'il était, un homme très calme, et moi, ses amis, très simple,
Et un grand blagueur, par contre, ce que peut-être un trait de tempérament que beaucoup de gens ne savent pas. Et malheureusement, Jumel est décédé à l'ambassade de Cuba en 1959 et dépité de ce pays à la suite de l'assassinat de ses deux frères. Je pense que là encore, ça a été un coup extrêmement dur. Et Gaston Jumel et Charles Jumel ont été assassinés dans des conditions que nous connaissons par une équipe très proche de Clément Barbeau. Et ça a été, je pense, le coup fatal. Clément Jumel est resté pendant quelques jours sans pouvoir parler, sans pouvoir dire quoi que ce soit. Et il est décédé à l'ambassade de Cuba. Maintenant, la saga Jumel ne s'arrête pas là. Le jour de l'enterrement de Jumel, la police intervient, récupère le cadavre dans un scénario très... C'est un film. Et l'idée, c'était d'empêcher une manifestation populaire d'appui. Gérard Goug l'a confirmé. Beaucoup d'autres personnes aussi d'ailleurs l'ont confirmé. Et le cercueil a été emmené. Et Clément Jumel est enterré au caveau familial à Saint-Marc. Parce que ce qu'on disait toujours, c'est que Duvalier a subtilisé, ils ont volé le cadavre. On raconte que Duvalier a subtilisé le cadavre, qu'on lui a coupé la tête et qu'on a emmené la tête au palais. Et que Duvalier, grand prêtre du Vaudou, aurait communiqué. Bon, c'est n'importe quoi. Mais la réalité, c'était vraiment, c'est macabre. La réalité, c'est que le cadavre a été intercepté au Petit Four par une équipe de la police. Et le cadavre a été emporté directement à Saint-Marc où il a été enterré. Et nous avons parlé à des gens qui étaient là, qui ont assisté à ça. Donc je confirme, et Gérard Goug aussi l'a confirmé, que Clément Jumel repose en paix au caveau familial des Jumel à Saint-Marc. Alors on dit aussi dans le livre, c'est que Duvalier a dit, écoutez, moi je ne contrôle pas mes troupes, donc il faut que Clément Jumel fasse attention. Duvalier a envoyé cette commission à Clément Jumel par le docteur Grandpierre, Jules Grandpierre, qui est un ami de Duvalier, qui est aussi un ami de Clément Jumel. Duvalier a fait dire à Clément, moi je n'ai pas de problème avec toi, mais autour de moi il y a des gens que tu sais très bien qui ne t'aiment pas. Et je n'ai pas le contrôle de ces troupes de prendre des précautions. C'est vrai. Ça a été confirmé aussi. Et Barbeau qui sera impliqué dans la tentative... C'est Barbeau. Et tout le monde sait c'est Barbeau. Oui, aussi. Le fameux attentat du 26 avril qui a créé beaucoup de problèmes à ce pays, où il y a eu une vague d'assassinats inutiles, si on veut, quand on considère le poids que ceci a eu dans l'histoire. C'était encore ce Clément Barbeau. Moi, je me rappelle enfant, j'ai connu Clément Barbeau. Je me rappelle enfant, j'aimerais le voir, parce que Barbeau était toujours impeccablement mis. Il rêvait, il s'habillait comme les gangsters des années 30 américaines, souliers de couleur, je me rappelle, souliers noirs et blancs, souliers marrons et blancs, et Borsalino, il portait le Borsalino, veste croisée, il était très mince. Il portait bien le veston, donc il était toujours bien mis. Et il aimait aussi, comme les gangsters de Chicago, la mitraille Thompson à rouleau. Donc je pense que c'est une histoire de détraqué. Alors, Daniel Suppice, que peut-on retenir de Clément Jumel et quand même pour l'histoire, pour la jeunesse, à propos de Clément Jumel? Bon, on doit retenir que dans ce pays, il y a eu des gens qui ont essayé. Je me rappelle, lors d'une rencontre que j'avais avec Gérard Pierre, je lui avais dit, que je pense qu'en Haïti, trop souvent, on parle des échecs, mais pas assez souvent, on parle des gens qui ont essayé, qui ont peut-être échoué, mais qui n'ont pas échoué parce qu'ils n'ont pas essayé, qui ont échoué parce que le pays est un pays très difficile. Roger Gay a publié un ouvrage qui a pour titre La déroute de l'intelligence. Et c'est vraiment triste et dommage que nous assistons, malheureusement, à la déroute de cette intelligence. Et ça commence avec Taylor Firmin, c'est passé par des Défenseurs de l'homme, il y a Frédéric Marcelin, il y a aussi Clément Jumel. Et élément brillant, homme sérieux, homme de bien, qui malheureusement, mal aimé, mal compris, a succombé face à une multitude de gens qui ne comprennent pas. Et malheureusement, le pays vit jusqu'à aujourd'hui encore une situation extrêmement difficile où on continue à avoir l'impression que le savoir, l'honnêteté, l'intégrité ne payent pas. Et je crois que dans l'ouvrage, j'ai cité Jumel qui disait qu'on a comme l'impression que si on est noir et intelligent, on doit être pauvre. Mais c'est très grave. C'est très, très, très grave. Et jusqu'à aujourd'hui encore, on continue à penser comme ça. Donc moi, je pense que Clément Jumel est un modèle. Je pense que la jeunesse doit connaître et savoir qui c'est Clément Jumel. Et avoir en tête qu'il y a des gens dans ce pays qui, quand même, et en dépit de tout, restent des gens honnêtes, sérieux, et sur lesquels on peut reposer. Donc pour vous, il était important de réhabiliter, de faire connaître aux jeunes cet homme qui était Clément Jumel. Je pense qu'il est extrêmement important pour nous de faire ça. Je sais que l'agronome Georges Condé l'a fait avec Louis Desjoie. Les gens ont été jusqu'à dire à Louis Desjoie, il prend affaire avec nous à ses gros orteils. Louis Desjoie a passé toute sa vie dans le milieu rural. Okay? Contrairement à ce qu'on raconte, on raconte que Louis Desjoie a hérité de ses grands-parents Geoffroy, des grandes propriétés qui ont fait de lui un multimillionnaire. De sa naissance, Louis Desjoie est arrivé en Haïti sans rien. Okay? Il est arrivé en Haïti sauf avec un diplôme de Jean Blou, okay, qui a fait de lui un brillant ingénieur agricole. Okay? Louis Desjoie a commencé à partir de rien. Okay? Donc on voudrait faire croire que Louis Desjoie a hérité. Il n'a hérité de rien. Il avait hérité d'un savoir, il avait hérité d'une expérience. Et il a construit. L'empire Desjoie est un empire construit par le travail. Monsieur Desjoie est quelqu'un qui se levait chaque matin à 4h du matin. Okay? Il était sur son tracteur à 5h du matin. Et le soir, il dormait à minuit, 1h du matin. Chaque jour.
Ce qui dérangeait, c'est quand le samedi, il était à Cabane Choukoune qu'il dansait. Tout le monde voyait celui qui dansait à Cabane Choukoune le samedi. Mais personne ne voyait celui qui de lundi à dimanche, à 5 h du matin, se réveillait pour travailler. Donc je pense que l'ingénieur Condé a réhabilité la mémoire de Desjoie. Il a prêté comme un grand travailleur. Je pense que j'essaie du moins de réhabiliter celle de Jumel pour dire que c'est un élément extrêmement important et intéressant. Et je pense qu'on doit faire ça. On doit faire ça. Ce pays a quand même produit des hommes qui valent quelque chose. Et il faut que la jeunesse haïtienne les connaisse et apprenne à les aimer. Alors pour terminer, là, je m'adresse à l'ambassadeur. Vous êtes ambassadeur d'Haïti auprès de l'Union européenne, à Belgique, Luxembourg. Je sais qu'il y a une importante rencontre, une importante visite du secrétaire général des ACP, des pays ACP en Haïti pour la semaine qui s'en vient. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions, ambassadeur Supplice? Oui, et dimanche 2 juillet, il y a une importante délégation qui a à sa tête le docteur Patrick Gomes, qui est le secrétaire général des ACP. Les ACP, c'est l'ensemble des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique au sein de l'Union européenne. Il s'agit de 79 ambassadeurs. Il vient à la tête d'une délégation de 4 membres. Il y a lui et il y a 3 autres ambassadeurs de Guinée-Bissau, de la Guyane et du Gabon, qui viennent ici en visite d'abord d'appui, après le passage de Mathieu. Et ensuite, ils viennent aussi pour dire qu'Haïti peut compter sur le groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et aussi faire une mission d'évaluation pour savoir quels sont les besoins d'Haïti. Qu'est-ce qu'Haïti aurait souhaité avoir. Et le groupe ACP est un groupe extrêmement important, avec comme poids, comme peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, à chaque fois qu'on parle d'assistance économique, on passe aux États-Unis. C'est l'Union européenne qui est le plus gros bailleur de fonds d'Haïti. Et le groupe ACP est un groupe extrêmement puissant au sein de l'Union européenne. Donc ils viennent en Haïti pour une mission de 3 jours. Ils vont rencontrer toutes les différentes autorités, le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de la Planification, pour 2 raisons. 1, faire une évaluation de la situation post-Mathieu. Le gouvernement a sorti des documents où ils ont une évaluation de la situation. Ensuite, pour dire qu'est-ce qu'Haïti souhaite avoir de la mesure où le 21 juillet, il va y avoir une réunion importante entre les ACP et la Banque européenne d'investissement. Donc, pour qu'ils puissent, eux aussi, être, si on veut, le porte-parole d'Haïti auprès de cette banque d'investissement, qui était d'ailleurs en Haïti il y a 1 mois. Et c'est dans ce même esprit qu'ils sont en Haïti. C'est une mission extrêmement importante. Le docteur Gomes est un monsieur qui a un grand président de la République. Et c'est la première fois, depuis quelques années, qu'il y a une mission aussi importante du groupe ACP à venir dans le pays. Donc je pense que ça va bien se passer. Et que de manière très claire, le gouvernement mettra devant eux les différents projets. Le président de la République a parlé beaucoup de l'énergie, clean energy, éolienne ou solaire. Ils sont très intéressés à ça. La BEI finance actuellement le parc solaire de la République dominicaine. Ils ont un parc solaire extrêmement important aussi au Sénégal, au Gabon et dans beaucoup de pays africains. Donc je pense qu'ils seraient intéressés à nous entendre parler de ça. Ce qui rentre dans la ligne de pensée du président de la République en disant que l'énergie est extrêmement importante. Il y a aussi des projets agricoles aussi. Dernièrement, il y a eu une mission importante belge à venir en Haïti pour la relance du cacao, qui est très prisé par les chocolatiers belges. Donc je pense que ce serait extrêmement intéressant cette visite. D'abord d'observation, ensuite d'évaluation des différents projets, et finalement d'avenir. Donc vous dites que c'est une visite importante, donc les attentes sont importantes aussi. Les attentes sont extrêmement importantes. La mission vient aujourd'hui. Il rencontre le président de la République demain matin. Et l'objet de la discussion, c'est ça. Qu'est-ce qu'Haïti pense avoir besoin et comment qu'Haïti aimerait formuler sa demande par rapport aux ACP au travers de l'Union européenne. Alors, merci beaucoup, professeur, ambassadeur Daniel Supplice, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On a parlé de Clémence Jumel et puis on a parlé de cette visite du secrétaire général des pays ACP, donc ce dimanche en Haïti. Merci beaucoup. Merci Rothschild, toujours un plaisir. Alors, comme annoncé, M. Philippe Baudouin, le directeur général adjoint de l'AFD, l'Agence française de développement, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de cette agence et aussi parler de l'intervention de cette agence en Haïti. M. Baudouin, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir. Alors, M. Baudouin, présentez-nous un peu cette agence. Vous êtes le numéro 2 de l'Agence française de développement, l'AFD, qui est présente depuis 75 ans pratiquement dans le monde. Alors, on est né effectivement en 1941, ça ne nous rajeunit pas, c'était à Londres, et nous étions, tout début de notre vie, nous étions l'Institut d'émission de la France libre, donc créé par le général de Gaulle.
Doucement, nos missions ont évolué au fil des décennies et nous sommes aujourd'hui l'acteur financier majeur de l'aide au développement de la France dans le monde. C'est notre mission principale, qui évidemment prend des formes très différentes selon les régions du monde auxquelles on s'adresse et selon le niveau de prospérité des pays dans lesquels nous intervenons. Nous avons des mandats qui sont des mandats des mandats différenciés. Lorsque nous travaillons dans des pays émergents, notre principale volonté est de contribuer à l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. Et quand nous travaillons dans des États plus fragiles, les priorités que nous avons sont plutôt des priorités de mieux-être des populations, d'accès aux services essentiels, qu'il s'agisse de la santé bien sûr, de l'éducation, de l'agriculture, donc de la malnutrition, de l'aménagement urbain, qui est un problème absolument crucial dans toutes les grandes villes du monde qui aujourd'hui connaissent un taux de croissance spectaculaire. Voilà un petit peu nos missions, si vous voulez, telles que nous exerçons, avec des outils qui sont distincts. Dans certains pays, nous intervenons en dons, dans d'autres pays en prêts, et dans une toute petite catégorie de pays, un peu en dons et un peu en prêts. Mais si vous voulez, il y a vraiment une ligne de partage entre les dons et les prêts, ce qui rend toujours un petit peu compliqué l'addition des statistiques des volumes d'activité, puisqu'effectivement le don est une ressource rare. Du nord au sud et de l'ouest en est, c'est quand même quelque chose qui, de tout temps, et c'est une ressource budgétaire directe pour les États qui les concèdent, et pour la France, c'est une ressource évidemment précieuse, et nous avons moins de volume à distribuer dans le monde en dons que nous avons de prêts. Est-ce qu'on peut avoir une idée du budget de l'AFD, l'Agence française de développement, pour cette année? Alors cette année, nous avons une prévision d'activité de 9,3 milliards. Nous étions partis de 8 milliards fin 2015. Et notre objectif est d'aboutir d'ici 2020 à 12,5 milliards, puisque le président Hollande s'y était engagé. Il s'était engagé à ce que nous accroissions nos engagements en faveur du climat, de la lutte contre le réchauffement climatique, dont je rappelle, s'agissant de l'AFD, qu'ils intéressent la moitié de nos financements comporte un co-bénéfice climat mesurable et d'une quantité suffisante à pouvoir être intégré dans une statistique dite de redevabilité où on peut présenter ce projet comme contribuant positivement à l'évolution du climat. Et ça, c'est un objectif très fort pour lequel l'AFD est précurseur. On a eu un directeur général au début des années 2000 qui s'appelait Jean-Michel Séverino, qui a porté qui est un des premiers à porter la lutte contre le réchauffement climatique comme une cause majeure de l'humanité, et qui nous a positionnés, nous a donné des méthodes, à exiger de nous des engagements forts, et ces engagements, nous les tenons année après année, et régulièrement même, nous les dépassons. Alors, l'AFD est présente dans plusieurs pays à travers le monde. En Haïti, vous êtes présent depuis 40 ans. En Haïti, nous sommes présents depuis 40 ans, avec 2 éclipses, je crois, mais de courte durée, qui tenaient à la vie politique tourmentée de certaines périodes que votre pays a connues. Et puis un début où nous opérions sans doute d'agences éloignées, qui étaient soit en Guadeloupe, soit en République dominicaine. Mais nous sommes véritablement présents et très très présents. Au cours des 3 dernières décennies, on a une agence avec des collègues haïtiens qui travaillent pour l'AFD, avec un volume d'activité qui tend à croître et qui, ça j'ai le plaisir de l'annoncer, qui devrait même doubler au cours des années à venir, en moyenne, j'entends, dans la mesure où Haïti a été reconnu par la France, et ceci c'était en novembre 2016, comme un pays prioritaire par un comité interministériel français en charge de la coopération internationale et du développement. Et à ce titre, si vous voulez, ça nous permet de cibler, de concentrer plus d'actions, plus de moyens, plus de subventions donc, en faveur d'Haïti pour les années à venir. Donc, en clair, que Haïti bénéficiera davantage de l'AFD dans les prochaines années, Philippe Baudouin? Oui, je peux le dire sans réserve, et je peux le dire d'autant plus volontiers que, si vous voulez, c'est un de nos métiers également. Nous sommes un trait d'union entre certains de nos partenaires financiers, et je pense notamment à l'Union européenne ou au Fonds vert,
où, pour le compte de ces grandes institutions, nous mettons en œuvre des financements, ce qui vient ajouter, si vous voulez, à la capacité d'action et surtout ce qui vient faire croître l'ampleur des projets qu'on est capable de considérer et de financer sans, en étant absolument assuré que les besoins de financement seront couverts. Et cette confiance que portent en nous un certain nombre de grandes institutions, hein. Je vous parle de l'Union européenne qui nous fait régulièrement confiance, mais je vous parle également du Fonds vert qui est le Fonds pour le climat. C'est une confiance qu'il a été compliqué, bien sûr, d'établir. Hein. Ça a pris des années, on a été accrédité, nous avons subi des audits approfondis et le résultat a été jugé suffisamment satisfaisant pour que nous soyons considérés par ces institutions comme capables de mettre en œuvre les financements dont elles disposaient. Je vous donne un exemple, enfin un chiffre simplement. Les financements qui transitent par l'AFD en faveur de bénéficiaires et pour le compte de l'Union européenne sont de l'ordre de 500 millions d'euros par an, là où les financements budgétaires alloués par l'État, par la France, et qui transitent par nos comptes, sont de l'ordre de 200 millions. Alors en Haïti, est-ce qu'on peut avoir une idée des secteurs dans lesquels vous opérez au niveau de l'AFD ? Alors, depuis mai 2015, c'est une date à laquelle les présidents Martelly et Hollande se sont entendus pour faire de l'éducation un secteur prioritaire d'intervention de la France en Haïti. Nous avons bien sûr l'éducation et la formation professionnelle, hein, qui sur le groupe est le secteur privilégié dans lequel nous essayons de concentrer nos efforts financiers. Mais nous trouvons également l'aménagement urbain, nous trouvons également le développement rural et l'environnement, et nous trouvons également la santé, puisque nous participons à la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, et ceci dans le cadre de la reconstruction de cet établissement indispensable à la suite du séisme de 2010. Voilà, si vous voulez, ces 4 secteurs sont des secteurs prioritaires d'intervention, mais un élément important depuis maintenant quelques mois, presque un an déjà, nous nous sommes vus confier par le ministère français des Affaires étrangères le mandat d'intervention sur des questions de gouvernance. Et la gouvernance est un thème un petit peu transversal, ça traverse absolument tous les secteurs, et sans donc qu'on puisse dire qu'il s'agit d'une compétence sectorielle, c'est quelque chose que nous nous interdisons absolument pas, évidemment, de regarder. Au contraire, si nos amis haïtiens, nos amis et partenaires haïtiens l'estiment nécessaire, et si on estime pouvoir apporter, là aussi, aider à apporter des solutions à des problèmes rencontrés, eh bien, si vous voulez, ça fera partie des domaines dans lesquels nous interviendrons. On vous dit que Haïti pourrait peut-être davantage bénéficier de l'AFD. Le budget pour cette année, pour Haïti, est-ce qu'on a une idée ? Oui, nous sommes dans une phase un peu de transition. Hein. Nous partons d'une moyenne annuelle qui était de 5-7 millions. En 2017, nous avons l'espoir de mettre en œuvre, de proposer 10 millions de financements nouveaux à Haïti pour être ensuite sur une moyenne qui atteindra une quinzaine de millions d'euros. Donc ces fonds seront investis dans les secteurs justement dont vous venez de faire mention. Voilà, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. J'insiste sur un point, si vous voulez, c'est nos interventions s'inscrivent toujours dans le cadre de politiques nationales. C'est-à-dire que nous ne choisissons pas des projets parce qu'ils nous plaisent, parce qu'ils sont conformes à des vœux que nous formons. Nous les choisissons parce qu'ils sont importants, prioritaires, jugés comme tels par l'État qui les reçoit ou par les prolongements de l'État, puisque dans certaines circonstances, ça peut être des institutions publiques dépendantes de l'État, et qui relèvent de la mise en œuvre d'une politique globale, d'une politique cohérente à laquelle nous croyons nous-mêmes. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose pour nous de très important. Nous n'avons pas à nous substituer jamais dans le bénéficiaire de ces fonds. C'est lui qui porte les projets, c'est lui qui définit les politiques. Nous examinons si ces politiques correspondent à nos souhaits. Nous discutons dans ces cas-là avec l'État si nous estimons que tel ou tel ajustement peut être considéré, mais si d'aventure... c'est une discussion parfaitement libre et parfaitement entre partenaires. Et généralement, nous entendons quant aux conditions dans lesquelles ces fonds peuvent être mis en place.
Alors, est-ce qu'au niveau de l'AFD, vous travaillez aussi dans le secteur de la production nationale? Parce que tout le monde dit, bon, on ne peut pas développer un pays avec l'aide internationale, donc il faut le développement économique, il faut pousser le secteur privé. Est-ce que vous avez des projets de ce type au niveau de l'AFD? Alors, des projets, on en a quelques-uns. Nous avons, si vous voulez, une activité de garantie qui permet de faciliter l'octroi de crédits bancaires, puisque dans ces cas-là, nous partageons le risque que les banques porteraient sinon toutes seules sur leur bilan, et nous le partageons avec elles et nous les soulageons d'une partie du risque. Ce fonds s'appelle ARIS. Je sais qu'il travaille déjà en Haïti. Nous avons 2 opérations. Et puis, nous avons des instruments, si vous voulez. Nous avons des instruments, donc une capacité, notamment un instrument de financement du secteur privé qui s'appelle, avec une filiale qui s'appelle Proparco, spécialisé à la fois dans les prêts de montant significatifs au secteur privé, mais également dans les interventions en fonds propres, que ce soit par le biais de fonds d'investissement ou que ce soit en direct dans d'assez grosses opérations d'implantation industrielle, par exemple. Donc, on a des instruments. On essaye, là encore, de créer les conditions pour que la volonté des acteurs économiques se manifeste dans l'envie de réaliser des projets de bon augure et de bonne facture, des projets qui vont comporter en eux-mêmes les conditions de leur équilibre, au bénéfice, bien sûr, de ceux qui les portent, au bénéfice de ceux qui pourront travailler, puisque l'idée, c'est aussi, bien sûr, de créer de l'emploi. Nous sommes totalement convaincus, si vous voulez, que le développement, le moteur du développement naîtra d'initiatives privées. Mais aujourd'hui, on travaille, si vous voulez, à faire en sorte que ces initiatives privées puissent éclore et prospérer dans des contextes stabilisés, dans des contextes d'investissement collectif stabilisés, dans lesquels les prestations essentielles, les prestations de services essentiels, de l'eau, de l'électricité, de la sécurité, de la santé, soient reconnues et préservées, dans des contextes légaux et juridiques qui permettent aux affaires, ce qu'on appelle le climat des affaires, dans un contexte dans lequel le climat des affaires, si vous voulez, est propice à leur développement, dans lequel les investisseurs regardent avec intérêt la possibilité de créer des usines, de créer des entreprises, donc de proposer de l'emploi aux habitants de ce pays. C'est quelque chose, si vous voulez, dont on essaye aujourd'hui, dans un premier temps, de créer les conditions et de susciter l'envie. Et après, on aidera à l'amorçage de la pompe. Et cet amorçage de la pompe, quand les conditions sont créées, vous verrez, ça va très très vite. Alors, durant votre passage en Haïti, vous avez signé un accord de financement avec le ministre des Finances, 8 millions d'euros pour le secteur de l'éducation professionnelle, la formation professionnelle. Pourquoi ce choix, M. Philippe Baudouin? Ce choix, si vous voulez, correspond très précisément à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une traduction concrète des engagements pris par nos 2 pays, Haïti et la France, par la voix de leur président, et c'était en mai 2015. Nous avons d'ailleurs, à cette époque-là, nous avions un premier projet qui était un projet de centre de formation professionnelle qui s'appelle le CEPJ, pour la compétence pour l'emploi des jeunes, avec la création d'un centre de formation pilote. Et ce projet-là, si vous voulez, n'est pas le dernier d'ailleurs, puisque notre programmation, je crois, est de l'ordre de 35 millions d'euros d'ici 2020 au titre de l'éducation et de la formation professionnelle. Et là, il s'agit d'accompagner, si vous voulez, une amélioration qualitative portée par l'État d'Haïti à la fois du contenu pédagogique, de la formation des enseignants, des conditions dans lesquelles l'enseignement s'exerce, et de le faire, si vous voulez, d'une manière qui ne dessaisisse absolument pas l'État haïtien de ses prérogatives. En ceci, nous estimons qu'il est préférable pour nous d'aider l'État haïtien, mais de ne jamais le contourner. Et donc on a renoncé, on s'est surtout abstenu de solliciter ce qu'on appelle les unités de gestion de projet, qui sont des unités extérieures, qui mènent des projets de bout en bout, mais finalement qui privent aussi un petit peu le bénéficiaire de ces fonds de la capitalisation indispensable. Et puis c'est un projet qui s'adresse à, alors que je ne me trompe pas, c'est le troisième cycle de l'enseignement fondamental de la réforme Bernard, et qui s'adresse également à l'enseignement secondaire.
qui jusque-là étaient un petit peu, si vous voulez, des tranches d'âge, un petit peu délaissées. Alors non pas qu'on ne s'intéresse pas aux plus jeunes, loin s'en faut, mais notre idée, c'est bien sûr de faire en sorte qu'aucune génération ne soit sacrifiée, ne soit abandonnée. Et donc, il nous a semblé intéressant, avec l'État, je dis c'est vraiment avec l'État haïtien, de focaliser notre intervention sur ces catégories de scolarité. Alors, vous êtes le directeur général adjoint de l'AFD, l'Agence française de développement, 40 ans de présence en Haïti, 75 ans dans le monde. Tout le monde questionne aujourd'hui l'efficacité de l'aide internationale. Alors, est-ce que, quand vous parlez à vos responsables, vous vous entretenez, vous dites quoi, vous-même, comme responsable de cette importante agence d'aide au développement à travers le monde? L'efficacité de l'aide, c'est une question piège, mais c'est une question qu'il faut absolument qu'on se pose chaque jour en se levant. Comme... Si vous voulez, j'aurais tendance à... Je ne vais pas vous répondre par une pirouette, mais si un pays se développe et connaît une prospérité qu'il ne connaissait pas quelques années avant, nous allons nous abstenir de considérer que c'est par notre simple intervention que cette bonne fortune lui est arrivée. C'est un peu de l'humilité, puis c'est seulement la reconnaissance de la mesure de ce que nous apportons par rapport aux enjeux. À l'inverse, on reconnaît s'être parfois trompé, on a fait des erreurs. Je pense qu'il faut qu'on apprenne et à tirer l'expérience et les leçons de nos échecs. On ne peut pas non plus, si vous voulez, considérer que... une politique qui met du temps à porter ses fruits, son échec nous sera imputable. Je pense que ce sont des échecs collectifs. Je pense aussi dans le cas d'Haïti, où on interroge souvent l'efficacité de l'aide, que nous avons eu quand même cette immense malchance. On parle tout à l'heure de l'enseignement. Il se trouve, moi je lisais une statistique que j'ai trouvée quand même assez effarante récemment, c'est que l'aide internationale au cours de la période 2010-2015, n'a excédé qu'à peine 20%, l'aide internationale vouée à la reconstruction des bâtiments scolaires, n'a excédé que de 20% le montant des destructions liées au cataclysme naturel. C'est-à-dire vous avez d'un côté 586 millions d'euros d'aide, et finalement 80% de cette aide a été absorbée par la cruauté de la nature. Donc, si vous voulez, je pense que ça relativise bien sûr la lenteur qu'on peut reprocher à l'aide publique, comme aux partenaires de l'aide publique, parce qu'on n'est pas tout seul à la mettre en œuvre. On est une forme géographique, une forme géométrique assez complexe, avec des passerelles. C'est des termes qu'on emploie et qu'on aime employer parce qu'ils sont assez représentatifs, mais des passerelles entre les différents acteurs. Et si vous voulez, on ne peut pas se désolidariser d'un échec. On y prend notre part, c'est une évidence, mais on ne peut pas non plus considérer qu'un échec ou une lenteur ne sont imputables qu'à l'AFD. Et puis, vous savez, c'est vrai qu'on dit l'hôpital met du temps à se construire, mais vous savez, même en France aujourd'hui, quand vous construisez un hôpital, le minimum qu'il faille prévoir entre le moment de sa conception et le moment de son inauguration, c'est 10 ans. Je pense qu'on sera dans ces délais-là. Je pense aussi, quand on voit les dommages créés à la ville de Port-au-Prince par le séisme de 2010, qu'ils sont extrêmement plus violents que les bombardements en termes relatifs, que les bombardements de la Seconde Guerre mondiale ont pu créer à des villes comme Le Havre ou Caen. Et objectivement, il a fallu, là encore, 15 à 20 ans, avant d'effacer les traces de ce désastre, qui pour le coup n'était pas naturel mais humain. Mais si vous voulez, on vit dans un monde en accélération permanente, on vit dans un monde pressé, mais le simple fait déjà de créer les conditions de cette reconstruction, ça prend beaucoup de temps, sans que rien de visible ne soit véritablement mesurable, sauf des éléments qui sont des éléments de secours temporaires, sauf des solutions d'hébergement, des solutions d'hébergement transitoires. Ça, c'est des choses qui se voient tout de suite, mais on ne reconstruit pas un pays avec du transitoire. Ensuite, il vient une phase où on crée les conditions d'une reconstruction durable. Cette phase est assez invisible, elle est assez peu gratifiante pour ceux qui l'observent, et surtout pour ceux qui n'en ressentent pas les effets, alors qu'ils aimeraient, et c'est tout à fait logique, en ressentir les effets. Mais si vous voulez, l'important, c'est de progresser, d'avancer sur la bonne voie et de ne rien laisser de côté
qui soit prioritaire pour le bien-être des populations. Je pense, juste après le séisme, on est également intervenu sur des opérations de réhabilitation de quartiers précaires à Port-au-Prince, donc les quartiers de Martissan et de Baillargeau, sur lesquels on a travaillé à la réhabilitation de voies, la mise en œuvre d'équipements communs en faveur des populations et à la mise à disposition de services essentiels. Alors bien sûr, on l'a fait avec des ONG, et notamment une ONG haïtienne focale, et avec le GRET, on a beaucoup de partenaires impliqués et très engagés sur ces opérations, et on est très fiers de ces opérations en espérant que leur réussite serve d'exemple et permette ensuite de faire école et que d'autres quartiers puissent en bénéficier également. On espère pouvoir faire de ces opérations, que ces opérations servent d'exemple et servent d'emblème, parce que, si vous voulez, je pense qu'il est beaucoup plus important finalement de pouvoir mettre en avant des réussites que nous déplorions des échecs ou des choses que nous aurions pu et dû faire et qui n'ont pas été réalisées. Je crois que c'est vraiment très important de capitaliser sur les réussites. Moi, je pense qu'il faut vraiment là-dessus créer une forme de confiance dans la capacité du collectif à agir en faveur du collectif. Ça, c'est vraiment un élément très important. Et une fois cette confiance établie, si vous voulez, eh bien, vous avez toute la cohorte des mesures bénéfiques qui viennent avec, qui sont le consentement à l'impôt, donc la capacité budgétaire accrue du pays, donc la confiance installe également un intérêt de la part des investisseurs extérieurs, soit je pense notamment aux Haïtiens qui vivent à l'extérieur, donc un intérêt pour revenir ou pour investir, pour accompagner les investissements de leurs proches. Enfin, il y a toute une... Si vous voulez... Ensuite, c'est assez extraordinaire, mais quand vous sortez du marasme, vous avez l'impression que chaque jour qui passe vous ajoute une brique supplémentaire à l'optimisme. Et donc, je pense qu'il faut créer ces conditions-là. Et c'est souvent des frémissements, des petits mouvements qui déclencheront ça. Et le jour où ça sera déclenché, eh bien, on se réjouira tous qu'Haïti retrouve un avenir meilleur. Alors, merci beaucoup, M. Philippe Baudouin, directeur général adjoint de l'AFD, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On a largement parlé, quand même, évoqué l'AFD, l'Agence française de développement. Donc, vous êtes le numéro 2. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne chance à Haïti. Merci, c'est un pays que je trouve... oui, j'ai pas passé beaucoup de temps, mais je trouve très attachant. Merci. Alors, comme annoncé, l'ambassadeur du Chili en Haïti, M. Patricio Otreras, c'est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de la coopération entre le Chili et Haïti et parler de la question des visas qui a fait tellement de bruit aujourd'hui en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir. Et évidemment, la question du visa a fait quelques bruits les derniers jours, il y a 2 jours. Mais je dois d'entrée vous dire qu'il n'y a aucun changement dans la situation pour celles qui voyagent au Chili. Il y a les mêmes exigences et il n'y a aucun changement. Ceux qui veulent voyager au Chili dans le cadre d'une visite touristique, ça veut dire jusqu'à 90 jours, peuvent aller seulement avec son passeport. Voilà. Donc, en clair, il n'y a aucun changement qui a été adopté par le ministère chilien des Affaires étrangères concernant la question des visas. Donc, les Haïtiens peuvent continuer à aller au Chili. Oui, c'est ça, c'est correct. Ça, c'est la situation. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un important flux des Haïtiens au Chili et pour cet important flux des Haïtiens qui ont entré comme touristes et qui après ils ont resté plus longtemps et ça a fait que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur commence à étudier la possibilité de faire des changements à cette situation migratoire, à changement pour les visas. Mais pour le moment, il n'y a aucune décision qui soit prise. Je dois clarifier que tous les États, et le Chili n'est pas l'exception, tous les États évaluent en permanence les conditions dans lesquelles il permet aux étrangers d'entrer et rester dans les pays. Le Chili, ce qu'il est en train de faire, c'est d'étudier la situation
par égard aux Haïtiens, mais par égard aux autres nationalités aussi. Mais pour le moment, il n'y a aucune décision qui a été prise. Donc, la situation reste la même. Alors, la situation maintenant, si un Haïtien veut se rendre au Chili, quelles sont les formalités à remplir, monsieur l'ambassadeur? S'il veut aller comme touriste pour visiter, pour être moins de 90 jours, et seulement le passeport. Et évidemment, il doit avoir une réservation d'hôtel, une adresse où il va séjourner. S'il va séjourner avec de la famille ou des amis, bon, il y a normalement il y a une adresse à présenter. Et normalement, à l'entrée, on lui demande de montrer les moyens économiques qu'il a pour être au Chili. Normalement, de l'argent. S'il a les passeports, il a l'adresse qu'il faut, la réservation d'hôtel, l'argent, il n'y a aucune raison pour aller au consulat. Alors, ce que je veux dire, c'est que si moi je veux me rendre au Chili, j'achète mon billet, donc je monte l'avion, comment ça se passe? Et oui, comme ça. Et vous faites une réservation d'hôtel, vous prenez votre argent de poche et vous y allez. C'est tout. Donc, quand vous arrivez, on fait quoi? Bon, si vous allez comme touriste, vous promenez, vous visitez. Bon, il y a beaucoup de choses à voir au Chili. Hein? Oui. Donc, pour résumer, monsieur l'ambassadeur, ça veut dire que donc, la situation reste la même. Les Haïtiens n'ont pas besoin d'un visa pour aller au Chili? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Haïtiens, parce que ça fait quand même beaucoup de bruit et beaucoup d'Haïtiens sont intéressés aujourd'hui à aller au Chili. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population haïtienne par rapport à ces informations qui ont circulé cette semaine et qui ont fait beaucoup de bruit? Il s'agit d'informations erronées, il n'y a aucun changement. S'il y a quelqu'un qui a acheté un billet, bon, il peut y aller comme si c'était la semaine dernière. Rien n'a changé. Mais quand même, comme vous le dites, il y a un flux important d'Haïtiens, beaucoup d'Haïtiens qui se rendent aujourd'hui, quand même depuis quelques années, et au Chili. Vous avez une idée du nombre d'Haïtiens? Oui. Les Haïtiens ont commencé à aller au Chili dans un grand nombre, je dirais, à partir de 2012. Et maintenant, le numéro des Haïtiens se chiffre aux environs de 100 000. 100 000. 100 000. Donc 100 000 Haïtiens au Chili maintenant. Oui. Donc ils sont dans la zone de Santiago, ils sont un peu partout? Oui, je pense qu'ils sont concentrés au Santiago, mais il y a quelques-uns qui commencent à aller vers autres régions. Oui, mais la plus haute concentration pour le moment, c'est au centre du pays, à Santiago, aux environs de Santiago. Vous dites 100 000 quand même, c'est un chiffre important, monsieur l'ambassadeur. Oui, c'est un chiffre important, oui. Donc vous dites que 100 000, nous avons 100 000, une forte communauté haïtienne aujourd'hui au Chili, et la plupart de ces Haïtiens, donc ils sont partis en touristes, et ils sont restés. Oui, ils sont restés plus longtemps, et après quelques-uns d'entre eux, ils trouvent un travail, et parfois, bon, ils restent. Mais pour le moment, la majorité d'entre eux, ils restent. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de changement en ce qui concerne la politique migratoire entre le Chili et l'Haïti sur la question des visas? Oui, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, même s'il y aurait des études qui sont en train d'être faites par les ministères, mais il n'y a aucun changement. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on peut parler un peu de la coopération aujourd'hui entre le Chili et l'Haïti? Quels sont les grands champs de coopération entre Santiago et Port-au-Prince? Et le Chili coopère avec Haïti depuis plus d'une décennie, même je pense que bien plus que ça. Et nous avons un axe de coopération avec la police nationale. Il y a presque tous les années, il y a une douzaine de policiers haïtiens qui se rendent
à l'Académie chilienne de police et à l'Académie de notre police investigative, que c'est la police pas en uniforme, la police non, c'est la police qui fait des investigations pour les crimes. Et, maintenant, je comprends qu'il y a une douzaine de policiers, des officiers qui sont là-bas. Aussi, nous avons des coopérations dans les domaines des logements avec la USC, une unité de construction UCLBP. des bâtiments publics, c'est compliqué. Et nous avons un projet de construction des logements sociaux. Nous avons aussi, avec le Mexique, nous avons un fonds de coopération et nous avons un projet pour l'accès aux médicaments dans plusieurs départements du pays. Nous avons aussi, il y a quelques années, nous avons bâti ou plutôt reconstruit l'école nationale République du Chili qui est au Champ de Mars. Et ça a été construit par la coopération chilienne. Nous avons aussi une coopération avec le ministère de l'Éducation dans le domaine de l'éducation pour la petite enfance. Et ce qui est très particulier de la coopération chilienne en Haïti, c'est qu'il y a aussi des partenaires des organisations non gouvernementales chiliennes qui travaillent en Haïti avec des fonds de la coopération chilienne. Donc c'est globalement, ce sont dans ces secteurs que le Chili coopère avec Haïti. Oui, il y a les secteurs de l'éducation, la santé, le logement, le secteur social et la police. Et maintenant, nous sommes en train de voir d'autres secteurs d'intérêt qui ont été, nous ont été mentionnés par les autorités haïtiennes dans le domaine de la justice, par exemple, dans le domaine de la gestion des risques. Vous savez bien, le Chili est un pays qui est soumis à catastrophes à répétition, les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies forestiers, etc. Et nous avons une expérience dans le domaine de la gestion des crises et nous sommes prêts à offrir cette expérience aussi à Haïti. Nous sommes en train d'explorer avec plusieurs partenaires et ministères locaux qu'est-ce qu'on peut continuer à développer. Alors, ambassadeur Patricio Otreas, il y a la question de l'agriculture. Est-ce que ça pourrait peut-être devenir un champ de coopération entre Haïti et le Chili? Parce que quand même, le Chili est très fort sur le plan agricole. Oui, évidemment, ça pourrait bien être un domaine. Le Chili est un pays qui a développé son agriculture et maintenant, nous sommes un pays qui exporte beaucoup de produits alimentaires. Nous sommes une petite puissance alimentaire et nous avons parlé au ministre de l'Agriculture, moi-même je l'ai fait, et nous l'avons invité à se rendre au Chili pour trouver des moyens de coopération entre les deux pays. On va voir comment on peut s'arranger pour faire ça. Ambassadeur Patricio Otreas, le Chili était présent au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les troupes chiliennes elles sont parties? Oui, évidemment. Tous les troupes sont parties. Les opérations, si je pourrais dire, militaires des troupes chiliennes se sont arrêtées le 15 avril. Et ils sont partis petit à petit dans des différents avions et dans des différents bateaux. Le dernier bateau est parti jeudi dernier avec quelques matériels, des armements, etc. et qui sont répatriés au Chili. Nous avons laissé quelques équipements à la MINUSTAH, quelques installations, notamment au groupe d'hélicoptères qui était basé à côté de l'aéroport ici à Port-au-Prince. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Chili est satisfait quand même, tire un bilan, quel bilan vous tirez de la présence de ces forces chiliennes qui avaient été déployées au sein de la MINUSTAH, basées plus précisément dans la région du Nord?
il faut... le bilan est positif pour les raisons suivantes. Premièrement, il faut bien tenir en tête que la participation du Chili à la MINUSTAH c'est encadré dans la participation du Chili dans les opérations de maintien de la paix dans lesquelles nous avons participé depuis la création des Nations Unies. Mais la MINUSTAH est pour nous la plus importante, la plus massive et la plus complexe des missions d'opération de paix dans lesquelles le Chili a participé. Pourquoi? Parce que c'était la plus importante, parce que c'était il s'agissait de contribuer à la stabilité et à la paix d'une nation frère de notre Amérique. Deuxièmement, c'était une mission massive parce que nous avons employé d'importants moyens très coûteux et parfois et aussi plus de 12 000 militaires ont passé en Haïti dans les 13 ans qui a duré notre participation. C'était presque, à chaque moment, il y avait entre 500 et presque 700 militaires chiliens, ce qui est énorme pour un pays comme le Chili. Et nous sommes fiers de pouvoir avoir contribué à la stabilité et à la paix d'Haïti. Et nous pouvons aussi être fiers d'avoir tendu une main amie dans les moments difficiles pour Haïti, dans les moments difficiles comme après les tremblements de terre de 2010 et après le Matthew. Nos troupes ont rempli aussi des fonctions humanitaires. Nous croyons que c'était des fonctions importantes aussi. Donc ça veut dire que la coopération va se poursuivre entre le Chili et Haïti en ce qui concerne la formation de la police. Oui, exactement. Et aussi nous allons participer à la MINUJUST, comme on l'appelle, la prochaine mission des Nations Unies sur la justice. Nous avons contribué, je ne suis pas sûr, ce sont aux environs 9-10 policiers chiliens qui vont être présents dans le contexte de la MINUJUST. Donc pour terminer, comment est la situation au Chili maintenant? Bon, le Chili, c'est un week-end assez spécial parce que demain, il y a 2 événements très très importants. Le premier, c'est que pour la première fois, il y a des élections primaires demain au Chili. Mais pour la première fois, il y a des élections primaires qui vont se passer aussi à l'étranger. Ici, le Chilien à Port-au-Prince, nous sommes très peu pour avoir une table, un local, un bureau de vote, mais partout ailleurs dans le monde où il y a plus d'une dizaine de Chiliens peuvent aller voter au consulat. Et ça va se passer demain au Chili et au consulat partout. Ici à Port-au-Prince, comme je dis, nous sommes trop peu, on ne pourra pas le faire, mais à la fin d'année, au moment de nos élections présidentielles, nous allons voter ici à Port-au-Prince aussi. Et demain aussi, il se joue la finale d'une coupe de football de la Coupe Confédération, où le Chili est finaliste. Bon, j'espère que le Chili va encore remporter les titres. Alors, combien de Chiliens vivent à Port-au-Prince, en Haïti? Je pense qu'en Haïti, en général, ça pourrait être aux environs de 35. Ce sont normalement des jeunes gens qui sont membres des organisations non gouvernementales qui travaillent, comme je vous avais dit, dans plusieurs projets de coopération. On parle de football, beau séjour d'origine haïtienne quand même. Oui, je comprends qu'il vient.
haïtien, au moins, je ne sais pas si c'est sa mère et son père. Ouais. Et il faut attendre qu'entre les 100 000 Haïtiens qui sont là-bas, il y aura d'autres procédures. Alors, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Patricio Otreras, ambassadeur du Chili en Haïti, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de la coopération entre le Chili et Haïti et puis quand même clarifier la question du visa. Merci, a été un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci d'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Le professeur Daniel Supplice, monsieur Philippe Baudouin, numéro 2 de l'Agence française de développement, et l'ambassadeur du Chili en Haïti, monsieur Patricio Otreras. La reprise de cette émission à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.